Merci beaucoup pour votre attention et votre affection, votre passion même à cette chaîne Perfect Télévision. L'émission avec Alain Bolodjo a été largement suivie. Merci beaucoup également pour cet amour. Beaucoup d'appels, les gens de la diaspora comme ici au niveau de la République. Nous sommes à Kinshasa, nous émettons à partir de la commune de Gombe, Perfect Télévision. L'actualité reste dominée par la ville de Kinshasa où il y aurait une sorte de guéguerre entre un prétendu guéguerre, j'ai mis ça comme ça. Nous allons avoir beaucoup plus de positions avec notre invité, prétendu guéguerre entre le gouverneur Jean-Tini Ngobila et son adjoint Jekoko Moulumba. Il y a également une autre actualité, les FRDC alerte sur une annonce de l'armée rwandaise qui voudrait, en tout cas dans les prochains jours, faire incursion ici en République démocratique du Congo sous prétexte d'attaquer les FDLR, voilà. Il y a ADF, FDLR, beaucoup de choses comme ça. Sous prétexte d'attaquer les FDLR, nous allons parler de ça. Du côté rwandais, ils ont dit que c'est faux, ce que dit l'armée. Nous allons parler de ça avec Gauthier. Pourquoi ne pas revenir sur ce qui s'est passé également au niveau des provinces. Hier, on a célébré, il y a eu une messe messe des requiem, voilà les termes, messe des requiem en mémoire bien sûr des chérubins au Kende par les cardinals Ambongo. Beaucoup de choses se sont dites là-bas. Pour les cardinals Ambongo, c'était prémédité. Il y avait également le point de presse de la Cour constitutionnelle, les enquêtes, ils ont donné les premiers éléments, mais les enquêtes se poursuivent. D'ici là, les enquêteurs, les experts internationaux seront là. Nous allons prendre tout ça avec Gauthier Sey, patron des Netic News, également journaliste et analyste politique. Nous allons parler de tout ça. Merci beaucoup. Pourquoi n'est pas à parler également de ce qui se passe, parce que l'actualité est aussi les jeux de la francophonie. Il y a eu des dénonciations de la part de l'équipe burkinabé. Et là, après, on a vu la réaction du directeur national des jeux de la francophonie. Et on a également vu la deuxième communication de ces coachs burkinabés. Nous allons prendre les tout, hein, avec Gauthier Sey que je salue. Gauthier Sey, je pense que vous allez bien. Merci, bonjour cher ami, merci pour l'invitation, l'opportunité. Bonjour à toute l'équipe technique, à ceux qui nous suivent. Je me porte bien. C'est vrai qu'on tient encore les coups malgré les conditions dans lesquelles nous vivons, malgré les pressions avec lesquelles nous travaillons. Mais bon, on essaie de tenir et de faire avec. Il n'y a pas de choix. Alors, Gauthier Sey, d'entrée déjà, comme vous m'aviez déjà coupé l'herbe sous les pieds, vous êtes un journaliste d'opinion et également depuis très longtemps, des journalistes dits engagés, des journalistes de combat ici à République démocratique du Congo. Les combats restent les mêmes sous l'ère Kabila et sous Félix Tshisekedi, ou bien le combat est plus difficile sous Félix que sous Kabila, ou bien le combat sous Félix est très faible? Ici, il faudrait d'abord contextualiser ces langages-là. Journaliste engagé, journaliste de combat. C'est quoi d'abord cette histoire des journalistes engagés, journalistes de combat? C'est tout simplement les gens qui se battent pour les valeurs. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Et l'engagement ou les combats, c'est pas seulement dans le journalisme. Il y a des policiers, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des administratifs qui sont aussi dans les combats. N'est-ce pas? Il y a ceux-là qui ne veulent pas se faire corrompre, qui font leur travail bien. Il y a ces policiers-là qui n'arrêtent pas les gens n'importe comment. Exactement. Il y a de ces OPJ-là qui ne jugent pas les gens n'importe comment, qui n'auditionnent pas les gens n'importe comment. Il y a de ces magistrats-là. Donc, dans tous les secteurs, n'est-ce pas, de notre pays, on retrouve des gens qui sont animés, n'est-ce pas, de la bonne foi, qui sont animés de cette volonté-là de faire avancer les choses. C'est-à-dire les gens qui disent non au clientélisme, au népotisme, à la corruption, au détournement, mais aussi des gens qui pensent que
la méritocratie doit prendre réellement sa place. Exactement. Ne peut être quelque part que c'est lui qui les mérite. C'est pas parce qu'il est ton frère, il est ta sœur, qu'il faut nécessairement faire d'elle ou faire de lui Y ou Z. Donc voilà un peu, c'est ça les combats. Mais malheureusement, depuis un moment, les gens cherchent pas à désorienter cette appellation-là. Oh non, ça n'existe pas. Ici, on ne se bat pas contre les individus. Ici, on combat les antivaleurs. On critique les antivaleurs. Et on dénonce, n'est-ce pas, les antivaleurs. Donc, les combats ici, c'est tout simplement la lutte pour un pays des valeurs. Donc, ce qui est à dire par rapport à ta question, est-ce que sous Kabila et aujourd'hui, est-ce que les combats sont devenus difficiles aujourd'hui? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est quand même devenu un peu difficile. Ça, il faut les reconnaître. Sous Kabila, c'était un vent qui a commencé avec nos aînés, qui nous ont inspirés. Et c'est vrai, il y a eu un peu de pression sur eux, mais il n'y a pas eu vraiment cette intention ou cette volonté manifeste, n'est-ce pas, d'étouffer, de faire taire toutes les voix. Donc actuellement, il y a une volonté manifeste. Il y a vraiment une forte volonté d'étouffer toutes les voix. La preuve est là. Vous allez voir que toutes les grandes gueules du combat sont presque aujourd'hui imposées au silence. Je peux vous en citer. Il y en a qui sont en clandestinité. Exactement. Il y en a qui ont été arrêtés pendant autant de mois à la nerf, libérés, et puis ils sont sommés de ne plus reprendre les combats. Il y en a qui ont été enlevés, notamment moi-même. Il y a des plaintes à tout moment contre les journalistes. Donc, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'opinion n'est plus respectée. Donc, j'ai l'impression que nos amis qui prêchaient hier la liberté d'expression, nos amis qui étaient hier forts dans des critiques, forts, n'est-ce pas, dans les dénonciations, ils ne sont pas aujourd'hui préparés à accepter aussi les dénonciations et les critiques des autres qui sont en train de les observer pendant qu'ils dirigent. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours dit, souvent, les bons parleurs ne sont pas les bons faiseurs. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est quand même extrêmement grave. Il faudra que ça s'arrête parce que ça ne peut pas venir du régime du fils du Sphinx délimité. Parce que ce régime c'est forgé, n'est-ce pas, au nom de la liberté de l'expression et de l'opinion. Donc, Papa Étienne Tshisekedi était libre d'esprit. Il disait tout ce qui lui venait dans la tête, mais bien sûr, en restant, n'est-ce pas, dans le respect des lois de la République. Alors, Gauthier C, on prend l'actualité prédominante. Les FRDC portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023, les 18 étaient mardi, les 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR Barfoka contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, les FRDC déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des RDF et l'air du M23, les forces loyalistes se réservent le droit de répondre très vigoureusement. Alors, Gauthier, c'est vous étant qu'un journaliste, un brillant analyste, un brio même, des gens qui vous apprécient énormément. Quand vous aviez appris cette nouvelle, ces communiqués, cette annonce de l'armée des FRDC par son porte-parole, Sylvain Ekenge, comment avez-vous observé cela? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vrai que le Rwanda a réagi en disant que c'était faux, cette annonce des FRDC, ces communiqués, mais comment vous observez ces climats? Mais déjà, d'entrée de jeu, je me demande, est-ce que les FARDC sont là pour dénoncer, pour alerter, ou ils sont là pour protéger? Mais c'est pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale. Est-ce que c'est les rôles? C'est vraiment les rôles de FARDC. Ça, c'est la question qui taraude un peu ma pensée. Mais ça crée un peu de panique, hein, là. J'ai vu des gens s'exprimer. Des communiqués comme ça, des alertes comme ça, ne peuvent que créer la panique. Parce que eux qui sont censés nous sécuriser, protéger l'intégrité territoriale de notre pays, ils commencent à alerter. Ils jouent maintenant les rôles de la société civile, ils jouent maintenant les rôles du ministère des Affaires étrangères. Et maintenant, on se pose la question, qui sont là maintenant pour protéger la population? Moins que ça soit pour créer la dissuasion. Si c'est pour créer la dissuasion, détourner l'ennemi de ses ambitions,
tant mieux. Mais je pense que ça ne devait pas être les FARDC qui devaient alerter l'opinion nationale et internationale. Ça devait peut-être être d'autres canaux de communication. Parce que les pays où l'État a beaucoup de canaux, n'est-ce pas, de communication. Nous avions la diplomatie, nous avions les ministères des Affaires étrangères, nous avions aussi au sein du ministère des Affaires, au sein du ministère de la Défense, j'allais dire, il y a aussi toute une structure, n'est-ce pas, de communication. Il y a même les porte-paroles même du gouvernement. Ils savent comment ils peuvent communiquer. Donc, les FARDC doivent être... C'est comme si vous demandez aux FARDC d'être à la fois à la protection, mais d'un côté aussi être comme des annonceurs ou des lanceurs d'alerte. Ça ne va pas. Donc, ici, je suis en train d'interpeller nos soldats qui sont au front, d'être concentrés, de ne pas se laisser faire avec des communiqués comme ça. Ils doivent être là concentrés. Quand ils ont une information, ils doivent se positionner pour barrer la route à l'ennemi. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo sera toujours attaqué. Le Congo sera toujours envié. Donc, nous devons avoir, n'est-ce pas, les FARDC et la police à la hauteur, n'est-ce pas, des enjeux. Les enjeux aujourd'hui, nous régorgeons aujourd'hui presque toutes les richesses du monde. Ah, d'accord. Et c'est les grands pays qui est envié et tout le monde veut voir le Congo être divisé comme le Soudan. La balkanisation, c'est toujours sur la table des négociations ou des discussions de certains grands pays du monde. Donc, nous ne devons pas être là en train d'alerter, en train de dénoncer ou en train de se plaindre, mais nous devons préparer notre armée, notre police à être à la hauteur, n'est-ce pas, des attaques qui sont en train d'être menées contre nous et qui seront menées contre nous, parce qu'on ne sera jamais libre. La plus belle femme du monde, on ne la laisse jamais tranquille. Elle est tout le temps dérangée par les dragueurs. Donc, les Congo, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est les grands pays qui vont jouer un grand rôle en Afrique, mais dans le monde, dans les jours à venir. Et les pays regorgent toutes les richesses du monde. Tout ce qui est recherché ailleurs, les Congo en a. Donc, c'est tout à fait normal que nos détracteurs continuent jusqu'à ce jour de peaufiner des stratégies pour balkaniser notre grand pays. Et alors, il faudrait que nous ayons un gouvernement sérieux, responsable, capable, n'est-ce pas, de se rendre compte, n'est-ce pas, du danger, mais aussi du rôle que nous devons jouer dans les jours à venir dans ce monde pour préparer la jeunesse, préparer nos forces armées, préparer notre police à être présente et à répondre le moment venu, n'est-ce pas, aux attaques ou aux provocations de nos détracteurs. Alors, Gauthier, on essaie un peu de faire des projections. Si cela arriverait, comme l'armée vient de dire là, les FARDC disent que non, ils vont également attaquer les Rwandais. Vous pensez que, comme je vois sur les réseaux sociaux, des gens estiment que ce sera l'occasion, une opportunité d'en finir avec les Rwandais, de faire des frontales. Est-ce que vous voyez les gouvernements, c'est vrai que l'armée a parlé, c'est dans ses missions, mais est-ce que vous voyez les gouvernements dans cette logique de faire les frontales face au Rwanda si cela arriverait? Je ne pense pas, parce que le commandant suprême avait déjà donné son point de vue concernant la question de la guerre. Exactement. Il vous a dit que c'est la dernière option. Exactement. Et que lui n'opte pas pour la guerre. Exactement. Et que lui, c'est d'abord la diplomatie. Au niveau des Comores, il a dit ça. Même ici, il a dit ça lorsqu'il était en face de sa porte-parole. Donc l'option de la guerre, il faut déjà élaguer cette option-là. Parce que nous avions été... Non, il ne faut pas suivre cette alerte-là, parce que plusieurs fois nous avions été attaqués, notre Sukhoi a été attaqué, plusieurs fois ils ont... il y a déjà même incursion des RDF ici, non? Ils sont là à tout moment. Ils ont plusieurs fois attaqué nos positions, le chef lui-même l'a dit dans son adresse en face à sa porte-parole, mais ils n'ont jamais réagi. Donc nous comprenons ici que quelque part en interne, je ne sais pas c'est quoi la stratégie, mais lui-même, le commandant suprême a dit qu'il n'opte pas pour la guerre, il veut la diplomatie, mais entre-temps, on continue à tuer, entre-temps, nous continuons à perdre nos compatriotes à l'est de la République, on continue à piller notre pays, mais le président estime qu'il doit encore continuer, n'est-ce pas, les discussions de couloir. Mais on continue les discussions de couloir, mais d'un côté, il y a mort d'homme, d'un côté, il y a pillage. Je me dis, jusqu'à quand ces discussions vont aboutir à un résultat, n'est-ce pas, concret? Je pense, à mon avis, que c'est une menace qui ne reflète pas la réalité. C'est une menace qui ne reflète pas. Parce que plusieurs fois nous avions été attaqués et ces frontales-là n'est jamais arrivé. Mais Gauthier, qu'est-ce qui se passe exactement? Le Rwanda a toujours, bon, je ne sais pas, a toujours cette facilité de dire que même
Paul Kagame lui-même, le président, dit que non, il n'hésiterait jamais d'entrer en RDC si les intérêts du Rwanda seraient attaqués. Le Rwanda apparemment a cette facilité de dire que non, il va attaquer la RDC. Mais nous, apparemment, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils sont sûrs d'eux ou bien ils ont des gens derrière eux, des Non, grandes puissances? déjà, mathématiquement parlant, le Rwanda ne fait pas face, ne peut pas tenir face à la République démocratique du Congo. Déjà partant de la démographie. Ouais. Le Rwanda, c'est un petit pays avec un nombre d'habitants, je pense, 12 millions. Ça, ce sont les habitants de Kinshasa. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Et c'est un grand pays. Nous avions des soldats formés dans ces pays. Nous avions des moyens pour acheter des armes et nous avions des moyens, des ressources pour tenir face à la guerre que les Rwandais veulent nous imposer. Mais il faut ici comprendre que c'est un jeu, n'est-ce pas, de beaucoup d'hommes forts, de beaucoup de pays forts du monde. Les Rwandais seuls ne peuvent pas tenir face à la République démocratique du Congo. C'est la guerre des multinationales. C'est la guerre ici des grandes puissances qui pensent qu'ils ne peuvent pas acheter par voie normale nos richesses pour que notre pays puisse en bénéficier. Ils préfèrent passer par les Rwandais. Comment voulez-vous, mon cher ami, que les Rwandais soient le premier pays producteur de cobalt alors qu'ils n'en ont pas? L'intelligence, Gauthier, c'est... Alors qu'ils n'en ont pas. Non, tout simplement parce qu'ils sont soutenus par les multinationales et ils continuent à piller les Congo, ils sèment la terreur, ils créent, n'est-ce pas, des zones de tension pour leur permettre, n'est-ce pas, de piller nos richesses. Et les Rwandais, c'est un pays tampon qui leur permet, n'est-ce pas, ils viennent tous acheter au Rwanda frauduleusement. C'est ça la force du Rwanda. Le Rwanda est soutenu par les multinationales. Et ces multinationales, mon cher ami, vous connaissez, c'est une force. Il faudrait ici maintenant que la République démocratique du Congo développe maintenant une intelligence. Il faudrait ici maintenant que la République démocratique du Congo puisse maintenant avoir un gouvernement sérieux, capable de développer des stratagèmes pour permettre à tous ces multinationales de passer par les Congos, non par des pays voisins qui leur vendent nos minéraux frauduleusement. Mais malheureusement, nous avons des gens qui sont presque ailleurs. Vous avez un premier ministre presque attentiste. Je me demande, dans ces pays, si on a un premier ministre, est-ce que le Sam Al-Konde existe mais encore? Il travaille, non? Je ne le vois pas. Nous sommes à plus de 6 mois, 4 mois, 6 mois déjà. 6 mois. Depuis que Bunaganda est entre les mains de M23. Non, plus d'une année même. Plus d'un an. Oui, voilà. Plus d'un an. Kiwanja. Plus d'un an. Rutshuru. Partout ces... Ici à Kwamount, l'insécurité. Le Premier ministre est où? Il s'est déjà rendu là-bas? Lui, le chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il est là seulement pour aller inaugurer des cérémonies. Oh non, mining. Là, il se retrouve à Lubumbashi. Oh non, il s'agit de telles cérémonies union sacrée. Là, il est au stade des martyrs. Mais quand il s'agit de la vie de ses compatriotes, il est absent. Ah, d'accord. Donc, un pays sérieux, avec des hommes sérieux, c'est un Premier ministre qui a déjà démissionné. On ne peut pas continuer à être fier de rouler avec des cortèges, avec autant de policiers, alors que le pays que tu es censé protéger il fait la figuration. est menacé, alors que le pays que tu es censé protéger, il y a une partie qui est déjà entre les mains de l'ennemi, tu as nécessairement échoué à ta mission. Et la simple décision, c'est de démissionner. Donner la chance au pays de se choisir un Premier ministre compétent, capable d'éradiquer tous ces groupes rebelles. Alors, au Gauthier, on évolue, on ouvre une brèche avant de prendre la ville de Kinshasa. Denis Kadima déclare les élections, les dépôts des candidatures, qu'il n'y a pas un fort engouement au niveau des BRTC. Il dit qu'on ne va pas proroger encore, on a déjà prolongé les 7 jours, on ne va plus les faire. Comment est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui fait peur à la classe? Bon, enfin, je ne dirais pas la peur, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les politiciens soient réticents de déposer, soit les candidats soient réticents de déposer leur candidature? La confiance, tout simplement. Ceci démontre que les parties prenantes au processus électoral de 2023 n'ont pas confiance au bureau Kadima. Oh. Les bureaux Kadima n'aspirent pas confiance, c'est déjà clair. Ils étaient reçus, la plupart, bon, l'opposition était... Ils étaient reçus, la plupart, mais il y a eu des préalables que Kadima n'a pas respecté. Ils sont tous revenus sur l'audit externe.
Ouais. Ils sont tous revenus sur l'affichage, n'est-ce pas, des électeurs. Ouais. Ils sont tous revenus, n'est-ce pas, sur la composition du bureau. Ouais. Et ça, Kadima n'a pas respecté. Les bureaux continuent. Et les bureaux-là ne fait pas, n'est-ce pas, n'aspirent pas confiance. Vous avez un bureau composé des déchus et des radiés de certains partis politiques. Et des transhumants qui ne sont pas reconnus dans les partis d'origine. Les bureaux n'est pas représentatif. C'est à 100% l'union sacrée. Ce sont des gens, n'est-ce pas, ce sont des transhumants, ce sont des débauchés qui se retrouvent dans ces bureaux-là. Dites-moi, Manar est de quel parti politique? Parce qu'il a été radié de son parti, selon le la CENI PPRD. du PPRD, il venait... Mais il a été radié du PPRD. Est-ce qu'ils ont un PV? Ils ont un PV où les hauts cadres du PPRD l'ont désigné comme leur délégué à la CENI? Ils en ont? Ils peuvent brandir ça à la presse? Il n'y en a pas. Et Kadima lui-même, il est issu d'une malformation, choisi par la minorité des confessions religieuses. Je vous rappelle que les jours qu'il était choisi comme candidat, en fait, il était proposé comme président de la CENI pour qu'il soit entériné à l'Assemblée nationale, la CENCO, les CC avaient séché la salle. Ouais. Or, ce sont les deux grandes confessions religieuses représentatives. Exactement. Et quand vous n'avez pas ces gens-là, ils ne vous font pas confiance, vous allez travailler avec qui? Et Plus là, grave encore, il s'est plaint de la lenteur. Mais la lenteur est due à son comportement. Quand lui-même, il continue à vous parler des contraintes jusqu'à ces jours. Entre les trois cases, il y a un souci. Les cases des finances, les cases des finances ne donnent pas les moyens. Les cases de l'intérieur, il dit que les cases de l'intérieur, il y a un problème. Il ne faudra pas que les agents de l'intérieur se retrouvent dans tous les BRTC. Pour lui, il estime que c'était dans la précipitation que les cases de la CENI a dit ça. Donc, entre les trois cases qui sont censées nous organiser les élections, il y a mes attentes. Rien qu'avec les climats là, finances, intérieure, CENI. Alors que la CENI a besoin d'argent. La CENI, les élections ont besoin de la sécurité. Exactement. Il faut placer les agents de l'ordre presque dans tous les bureaux. Et maintenant que ces trios-là ne marchent pas, ils ont casadilisé les pays. Les trois Kazadi. Les trois Kazadi. Et vous venez, il y a un problème d'audit. C'est quoi la structure qui a audité les fichiers électoraux? On a pris les experts d'une manière isolée. Alors que pour crédibiliser les processus, il faut quand même une structure connue, reconnue mondialement. Pour mettre en confiance, n'est-ce pas, les parties prenantes. Parce que ceux qui vont participer, ils doivent aussi être sûrs que réellement les doublons ont été élagués, les mineurs ont été élagués, les fictifs, tout ça. Et quand ils ne sont pas convaincus, parce que quand ils exigent une structure externe des renommées internationales, ils savent que cette structure ne peut pas brader, n'est-ce pas, sa crédibilité au nom des billets verts. Et ça met en confiance, n'est-ce pas, les parties prenantes. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils se sont choisis copains, copines comme experts pour venir auditer un fichier dans 5 jours? Denis Kadima dit que vu les temps, ça serait très difficile de refaire l'audit, vu les temps, c'est ce qu'il a dit. Les problèmes, c'est de faire les choses précipitamment pour avoir des élections bâclées qui risquent de brûler les pays, ou c'est de faire les choses calmement pour avoir des élections apaisées pour nous permettre, n'est-ce pas, de continuer dans cette allure d'alternance. C'est quoi l'urgence? Alors, Gauthier Sey, il a les CLC, les comités laïcs de coordination, dit qu'avec tout ce qui se passe, il suggère à ce que les politiques puissent se mettre autour d'une table, les dialogues. Il a pondu un communiqué hier. Comment vous réagissez? Signé par Isidore Ndaïwel et un autre comme ça. Ça n'a pas commencé avec les CLC. Ça n'a pas commencé avec le CLC. Je vous rappelle que la ministre des Affaires étrangères belge qui était venue ici, elle avait fait l'Angola. Après l'Angola, elle est passée par ici il y a quelques mois. Elle a proposé ça. L'envoyé spécial du président américain qui était ici il y a aussi quelques mois, ils ont proposé ça. Et nous-mêmes, en tant qu'analystes, on a proposé ça. C'est la seule voie de sortie. Il faudrait se mettre autour d'une table. Le gouvernement n'a pas d'argent. Ici, il y a un besoin. Il faut au moins 500 millions de dollars. Et les 500 millions de dollars, 100 millions pour résoudre les problèmes d'arriérés, des frais de fonctionnement et des agents, et les 400 millions pour les opérations électorales. Alors que ces opérations, il faut encore faire des appels d'offres.
Il faut faire venir certains kits ici et les déployer sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est de l'argent. Et c'est le temps. Techniquement, Kadima n'est pas prêt, mais il ne veut pas dire la vérité. Quand il vous dit que non, techniquement, il est prêt, mais il y a des contraintes financières et sécuritaires. Faux. Techniquement, il n'est pas aussi prêt. Il n'y a pas longtemps, il voulait lancer l'enrôlement à Kwamount. Ça a été reporté parce qu'il a rencontré une résistance. Les députés provinciaux et nationaux de là, ils ont dit pas question. Vous allez venir enrôler qui parce qu'il y a des déplacés. Vous viendrez enrôler qui? Alors que, par solidarité, la CENI a gardé les sièges à Kwamount, à Massis et à Rutshuru. Et qui voteront? Et c'est avec quel fichier? 2018. On va recourir au fichier 2018. Alors il faut maintenant les nettoyer. Parce qu'il y a eu des morts, il y a des nouveaux majeurs. Donc techniquement, il y a encore des problèmes. Il s'est constaté un ajout parmi les enrôlés à Kenge 2, Kengeville 2, à Goma. Donc, techniquement, ce sont les déplacés de Kwamount qui sont allés s'enrôler à Kengeville 2. Ce sont les déplacés de Rutshuru ou d'Irangon qui sont allés s'enrôler à Goma. Et maintenant, comment il faut maintenant aligner ces gens-là? Sur quelle liste et dans quelle circonscription? Tout ça, ce sont des problèmes techniques que Kadima a rencontrés. Comment il va s'en sortir? Donc, vraisemblablement, je ne cesse de vous le dire, que les élections dans les délais constitutionnels, c'est pratiquement impossible. Il se pose un sérieux problème. Au-delà des contraintes financières et sécuritaires, il y a ces contraintes techniques qu'il faut résoudre. Ah, d'accord. Donc, Kadima, qu'il arrête d'endormir les gens, ils sont en train de chercher le troisième cheval qui peut prêcher, n'est-ce pas, les glissements pour que tous puissent se greffer là-dessus. Mais nous connaissons déjà que les élections ne seront pas possibles le 20 décembre 2023. Alors, Gauthier, on reste dans la brèche, mais on prend notre sujet dans la brèche. Moïndo Zangui, très vite alors, qui annonce que les facultés de droit non viables seront fermées après une mission d'évaluation. Quand il parle des facultés de droit non viables, les gens se posent des questions. La viabilité d'une faculté de droit pourrait être comment? On pourrait s'imaginer dans les cas de médecine, c'est-à-dire il n'y a pas assez de laboratoires, il n'y a pas assez d'hôpitaux, mais dans les cas de la faculté de droit, comment est-ce que vous pourriez comprendre la viabilité d'une faculté de droit? Il y a un manque de professeurs ou comment? Oui, la viabilité, c'est aussi ça. Manque de professeurs, manque de matériel didactique aussi. Il y a certaines universités qui créent des facultés comme ça, mais ils n'ont pas assez d'outils. Ils n'ont pas de professeurs qualifiés. Ce sont des jeunes assistants qui viennent là donner cours presque toute l'année. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on ne peut pas attribuer un cours à un assistant pendant toute une année. Ni même un CT, ça n'existe pas. Un CT, on peut encore comprendre. Mais malheureusement, c'est plus pour les TP. Mais malheureusement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans certaines universités. La viabilité peut aussi être dans ça. Mais il faut dire que ce sont des actions... Le président a décrié que la justice ne marche pas, qu'il faudrait essayer un peu de serrer du côté de la faculté de droit ou comment? Déjà, il faut aussi reconnaître que ce sont des actions de tape-œil. Moïndo Zangui est reconnu dans ça. Il est champion de tape-œil. Je vous rappelle que toutes les décisions... Oui, mais je ne l'ai pas insulté. Mais comment est-ce qu'il peut être champion de tape-œil? Je vous l'ai dit. Champion de des actions de tape-œil. Mais écoutez, vous êtes journaliste. Toutes les actions qu'il a menées ont abouti à quoi? Toutes les actions menées, toutes les universités non viables qui avaient des facultés de médecine. Elles fonctionnent aujourd'hui. Exactement. Elles fonctionnent aujourd'hui. J'aurais appris que non, ces facultés auraient payé des petites sommes pour... Donc, Moïndo Zangui est champion dans ça. Et selon certaines informations à ma possession, il crée toujours du désordre dans ces secteurs-là. Et d'ailleurs, il a une forte opposition dans ces secteurs-là. Certains professeurs estiment qu'il ne comprend pas bien le fonctionnement, n'est-ce pas, de ces secteurs-là. C'est un secteur des scientifiques, des intellectuels, des érudits même. Donc, mettre quelqu'un comme Moïndo Zangui, qui n'a jamais fait même un DEA, c'est un peu compliqué. Parce que comment voulez-vous qu'on mette un licencié ou un gradué à aller diriger des professeurs ordinaires, des docteurs en ceci, en cela, des spécialistes dont la compréhension, les langages déjà, il y aura un problème des langages. Parce qu'entre eux, professeurs, ils se comprennent, ils ont des codes, n'est-ce pas? Donc, chaque monde a son code. Chaque monde a son langage adapté. Voyez-vous? Ce n'est pas de minimiser, mais quand même, c'est un besoin. Ah, d'accord. C'est un besoin.
Donc, il faudrait quand même, au-delà de dire que c'est une fonction politique, mais il faut respecter aussi les administrés de ces secteurs-là. Comment voulez-vous qu'un gradué... Avec des professeurs, Gauthier, c'est... Le problème, ce n'est pas les cabinets, mais toi-même, les visionnaires. Tu dois avoir la compréhension globale de ton secteur. Qu'est-ce que Moïse Nozangi sait, n'est-ce pas, d'un cahier des charges? Qu'est-ce que Moïse Nozangi sait de tout ce qu'il y a comme matière didactique dans les domaines scientifiques? Qu'est-ce qu'il sait de ça? Donc, c'est vrai, c'est une fonction politique, mais je pense que les ministères de la Santé, les ministères de Finances, les ministères de l'ESU, les ministères... L'urbanisme et Habitat également. Urbanisme et Habitat. Je pense qu'il faut quand même mettre des gens qui ont des formations assimilées à ces secteurs-là pour faciliter la compréhension, mais aussi l'adaptation. Alors, Gauthier, si on reste dans l'enseignement supérieur, on prend ce qui s'est passé à l'UPEN. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a eu un grand désordre là-bas, des casses, des bâtiments réhabilités nouvellement ici. Il y a eu des casses, et les taux, ainsi de suite. Comment est-ce que vous analysez l'actualité? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait ici que nos dirigeants, les cas échéants, que les recteurs ou les comités dirigeants de l'UPEN évitent un peu des décisions impopulaires. Un peu de dictature, c'est pas bon. Ça sert un peu de dictature. Quand vous révoquez 11 délégués facultaires, or ces délégués facultaires-là, ça a commencé par là. Or les délégués facultaires-là, on estime que ce sont les leaders d'opinion au sein des universités. Et ils maîtrisent la masse. Ils vivent au quotidien avec les étudiants. Voilà, quand vous les révoquez de cette manière-là, et s'il y a même bavure, il y a une manière, n'est-ce pas, de les révoquer. Donc on a révoqué graduellement tous les délégués pour éviter, n'est-ce pas, de soulever un grand nombre d'étudiants. Je pense que c'est parti de là. J'avais un reporter sur place qui a essayé d'interviewer quelques étudiants qui ont fustigé cette décision-là, mais aussi, ils ont parlé aussi de la hausse des frais académiques. Donc je pense que les moments sont très difficiles. Il faudrait que nos dirigeants, que ceux qui ont un peu de parcelle d'autorité, des part et d'autre, sachent un peu comment s'y prendre pour ne pas révolter les gens. Voyez-vous, c'est chaque jour que sur les marchés, il y a hausse des prix, et vous avez encore à l'université, les mêmes problèmes se posent, et ça risque de créer des tensions, et ces tensions-là, voilà maintenant les conséquences, les bâtiments renouvelés, les homes réhabilités, voilà maintenant les étudiants saccagés, et c'est un manque à gagner pour l'université, et là il faut reprendre, ça va encore demander de l'argent. Ce n'est pas bon. Alors, Gauthier, mais on ne peut pas en tout cas encourager, je ne sais pas comment vous voyez cette réaction des étudiants. On a cassé des bâtiments nouvellement réhabilités par des présidents. Les Congolais détruisent lui-même les infrastructures, hein, Gauthier. Autant je condamne les actes posés par ces étudiants, autant je condamne aussi les décisions prises par les comités de gestion de l'UPEN. C'est sur base de ces décisions-là qu'il y a eu rébellion. Mais je condamne aussi cette façon de se rebeller. Il y a une manière de contester sans casser, sans détruire. Parce que quand vous détruisez là, vous reviendrez demain après-demain étudier toujours à la même université. Et vous allez étudier dans une université cassée, dans des salles sans vitres. Vous allez rentrer dans des homes sans porte, sans fenêtre, avec ces froids qui sont exposés. N'est-ce pas vous-même étudiants? Donc quelque part, de part et d'autre, il y a une responsabilité. D'un côté, les décisions y réfléchissent, et de l'autre côté, des actes aussi y réfléchissent. Je condamne de la même manière, de part et d'autre, de mener des actions qui peuvent amener au soulèvement ou à la rébellion. Il faudra ici gérer ces prévoirs. Moi, je ne peux pas aujourd'hui me lever un matin, sanctionner 5 reporters de Netic News le même jour. Attendez-vous à une tension, attendez-vous à une rébellion. Parce que les 5 là, on suppose que tel est proche de tel, tel est proche de tel. Donc ça risque d'entamer toute la rédaction. Exactement. Donc il faut un peu de stratégie, un peu d'intelligence, même quand il faut châtier l'enfant, même quand il faut punir l'enfant. Cette façon de faire là les a poussés à poser des actes irréfléchis. Mais ces actes-là aussi doivent être réprimandés. Je pense que s'il y avait réellement les agents de l'ordre, s'ils ont eu à mettre la main sur quelques étudiants, ces étudiants doivent être châtiés pour que demain après-demain, qu'ils ne reprennent plus. Parce que là, ça va encore demander de l'argent que le gouvernement n'a pas. Alors, Gauthier, on revient. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Kinshasa?
on apprendrait une sorte... C'est vrai que ce matin, j'ai vu une sorte de communication de la part de l'Hôtel de Ville en brandissant les œuvres de Gentini Ngobila, une petite vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe? On apprendra qu'il y a une sorte de tiraillement entre Gentini et Chekoko. Vous aviez plus d'informations là-dessus? Mais c'était prévisible. Oh, c'était prévisible. C'était prévisible que ça allait arriver. Quand on a proposé Jekoko, j'ai dit à deux amis qui sont députés provinciaux, je leur ai dit, ça c'est le début de notre problème. Donc juste après qu'il soit proposé candidat vice-gouverneur du parti au pouvoir, j'ai dit à deux amis députés provinciaux, ça c'est le début d'un conflit. Donc c'est prémédité, ce conflit-là, c'était préparé. Mais écoutez, déjà il faut aussi reconnaître que Ngobila c'est un homme conflictuel. Oh, comment Ngobila, aujourd'hui, il est à son 5e round. Allons-y. Il a commencé, son premier round c'était avec Mike Moukebaye. Beaucoup de courage. Hein. C'était avec Mike Moukebaye. Il est arrivé à s'imposer pour que les immunités soient levées. Il y avait une plainte là et il a pesé pour que Mike soit livré. Deuxième round, c'était avec Mbungu. Néron Mbungu. Troisième round, c'était avec les pasteurs sapeurs, Godin Poy. Et là, c'est le quatrième round avec Jekoko Mulumba. Donc, Ngobila, c'est déjà un homme invivable, conflictuel. Mettre encore à côté de Ngobila... Ngobila, c'est un homme invivable. Invivable et très conflictuel. C'est ça. Les suprêmes de la ville. C'est ça. Mais je viens de vous démontrer le nombre de conflits. Je viens de vous démontrer autant de conflits causés par lui. Oui. Heureusement pour lui, il a les moyens financiers et spirituels pour faire, n'est-ce pas, tomber. Il a les moyens financiers et spirituels pour faire tomber, n'est-ce pas, ses adversaires. Les moyens spirituels. 3 déjà sont tombés dans son filet. En utilisant des moyens financiers et spirituels. Aujourd'hui, tout est spirituel. Qui ne le sait pas? Comment ça, quand vous dites? Tout est spirituel, chacun son Dieu. Non, c'est la République. Là, on ne peut pas croire à la superstition, Gauthier. Non, mais écoutez, mais Dieu est au-dessus de tout. Et il y a autant de dieux dans ce monde. Chacun de nous sait qu'il prie. Et je vous dis ici que spirituellement et financièrement, Ngobila est très fort. Ngobila aurait des médicaments, c'est ça? Non, j'ai dit spirituellement et financièrement, Ngobila est très fort. La preuve, il a eu à envoyer Moukebaye en prison. Il a eu à défenestrer Néron Mbungu. Il a eu à défenestrer Godin Poy. Aujourd'hui, c'est Jekoko Mulumba. Malheureusement pour Jekoko Mulumba, il n'a pas les épaules pour tenir. Il n'a pas les poids. Jekoko n'a pas de poids pour tenir face à Ngobila. Il n'en a pas, ni spirituellement, ni financièrement. 48 heures, non, quand même, c'est 48 heures. Chanter partout, Jekoko Mulumba, ainsi de suite. Je me répète. Jekoko Mulumba n'a pas le poids, n'a pas les épaules de tenir 1 minute face à Ngobila. Ni sur le plan financier, ni sur le plan spirituel. Jekoko n'a pas les épaules. Seulement, je vais un peu revenir en arrière. Allons-y. Vous allez proposer Jekoko comme candidat vice-gouverneur. Jekoko n'a aucune expérience professionnelle. Zéro expérience. Le fait qu'il soit seulement député en 2006, en 2011 et en 2018. Jekoko n'a jamais travaillé. Non, c'est un fait privé. C'est un fait privé. C'est une expérience effectivement. Dans la gestion. Je parle de l'expérience publique. Ah, d'accord. Là, c'est un fait privé et la gestion d'un garage diffère avec la gestion d'une ville ou d'une entreprise publique. C'est vrai, c'est un établissement, mais qui a une gestion vraiment technique. Ah, d'accord. N'est-ce pas? On ne fait pas des lettres là-bas, on ne fait pas, des notes techniques là-bas, on ne fait pas des rapports au garage. Là, c'est pièce sandeni te baby to remplaçango bono soma na gambela pineo te sali 8 bolongolango bono soma na gambela. Donc c'est pour vous dire que Jekoko Mulumba c'est d'abord un candidat sans expérience professionnelle publique, mais un intellectuel. Intellectuel. Qu'est-ce que vous attendez par intellectuel? C'est quoi son cursus? Il n'a pas étudié. Moi, non, dites-moi, c'est quoi son cursus? Il a étudié où? Nous connaissons comment on devient mécanicien au Congo.
Il suffit, n'est-ce pas, d'être proche d'un aîné qui est mécanicien, d'être tout ton garage, on te forme. Longola bien là, ceux qui m'accueillent les boyeza roulement, ceux qui m'accueillent les boyeza pièces bébé. Et après, demain, tu deviens aussi chef de garage. Mais dites-moi, c'est quoi les cursus de Gekoko? On n'aurait pas de cursus. Non, dites-moi, c'est quoi son cursus? Une fois, je me suis retrouvé sur un plateau de télé avec son suppléant, Eric Boukoul, que je salue. Je lui ai posé la question, c'est quoi les cursus de Gekoko? Apparemment, ils sont plus ensemble. Il me dit non, Gekoko Tanga en Afrique du Sud, à Salaka, Oh, c'est vrai, il a fait ça. Non, il a lobby. Il m'a jamais donné les cursus de Gekoko. C'est pour vous dire que c'était déjà un problème. Et Ngobila lui-même aussi, un monsieur au cursus flou, sombre. Donc vous avez deux personnes comme ça. Vous aviez dit ici que non, c'est il serait un maître. Il fut un maître. Il semblerait qu'il était un maître proche de Taboulay et que c'est lui qui l'aurait amené en Europe. Et puis, il s'est professionnalisé jusqu'à avoir son agence ou sa structure de gardiennage. Donc, vous voyez que c'est deux messieurs qui ont évolué presque dans le même secteur. Les autorités. L'autre, il est dans les garages et l'autre, il a évolué dans les gardiennages. N'est-ce pas? Et ils arrivent maintenant, ils viennent gérer tout un pays. Tout un pays. La Kinshasa, c'est un pays. Ouais. Plus de 12 millions d'habitants aujourd'hui. Si on doit identifier les gens, je pense qu'on doit déjà être à 25 millions même d'habitants. Et on a deux messieurs comme ça, à faible expérience professionnelle publique, qui sont à la tête du pays, plutôt de la ville. Et Gekoko arrive, il confond la gestion d'une ville à la gestion d'un garage. Il se lance sur terrain. Il était là avec cette histoire de démolition. En train de démolir les maisons de gens, en train de démolir les terrasses des gens. Et il a mené un vent, comme les Congolais aiment les tape-œil. Les Kinois aiment le populisme. Ah, Gekoko aime ça les bandits. Ngobila était obligé de suivre Gekoko dans son jeu. Or, un jeu qui demandait des moyens financiers et de l'énergie physique. Oh, Ngobila n'a plus l'âge. Ngobila n'a plus ces temps-là. Pour ton information, il arrive au bureau à quelle heure? Et il quitte son bureau à quelle heure? J'apprendrai chez les gens, chez les Wewa, un jour qu'il arriverait souvent aux environs des 15h les après-midi. Il confirme un peu. Hein? Selon les informations en possession, il est tout le temps absent au bureau. Il est tout le temps absent au bureau. Donc il arrive tard. Mais c'est parce qu'il est sur terrain. Il arrive tard, il quitte tôt. Il était sur terrain depuis quand? Gekoko l'amène dans ces jeux-là de terrain. Oh, Gekoko arrive, il ne comprend même pas comment fonctionne la ville. Il ne comprend même pas c'est quoi les rôles d'un vice-gouverneur. Il se met sur terrain. Il devient, n'est-ce pas, les policiers. Il a les bourgmestres, ils ont les policiers pour, n'est-ce pas, instruire afin de faire quoi? D'exécuter la démolition. Mais lui-même était sur terrain. Être sur terrain, ça demandait de l'énergie physique, mais aussi des moyens financiers. Dans qu'on est au bout, il faut faire carburant, il faut faire motivation et pas le chauffeur. Ngobila a compris que ça lui donnait un peu de santé populaire, il faut les suivre dans ces jeux-là. Ngobila l'a suivi, mais village, vu ses préoccupations qui sont ailleurs, il n'a pas pu tenir. Et il fallait maintenant créer un mécanisme pour bloquer maintenant les schémas des Gekoko. Quel était ce mécanisme? Les mécanismes. On a commencé à lui priver les moyens. Ah, d'accord. Gouf, n'a qui t'a terrain, il faudrait de bouga dans Mekao. Ah, Kabire Zatin. Bon, Zatin. Gouf, il faudrait de Longola. Toto Longola, Blanc, Tobuka qui n'a Nzela F24. Ah, mais Kabire Zatin. Bon, Zatin. C'était une stratégie pour les décourager. Et Ngobila fait quoi? Comme il avait déjà compris que c'était un vent qui était salué par certains Kinois, il monte maintenant son jeune frère, son petit du coin, Gracien Sakala. Il a fait de lui ministre de l'Intérieur. Et c'est lui son petit de coin? C'est son petit de coin. Comment ça? Mais ils sont du même coin. Ah, d'accord. Où? Dima Ndombe? Oui, ils sont tous de Bandundu. Il monte maintenant son petit avec la même stratégie. Petit. Zoa terrain. Donc c'est son petit arrive. En tout moment. Tout le temps sur terre, c'était pour étouffer Gekoko. Ah, d'accord. Et vous le voyez, ministre est un peu jeune. Il a de l'énergie, il a le temps à perdre sur terrain, alors que Ngobila n'a pas tous ces temps-là. Vous voyez, avec tout ce qu'il a comme charge, autant de vices, autant de tout ça, il est partagé entre des résidences, tout ça, il n'a pas ces temps-là. Et on crée maintenant, grâce avec l'idéologie de Gekoko sur terrain. Comment, moi, il n'y avait pas de moyens,
mais tu nommes ton jeune frère, automatiquement, il y a des moyens et ton jeune frère est présent sur le terrain. Ça, c'était le début du problème. Et Jekoko, ne comprenant pas le fonctionnement de la ville, il pensait qu'en devenant vice-gouverneur, on lui donnera le quota des bourgmestres, on lui donnera quelques ministres provinciaux, on lui donnera aussi quelques conseillers. Malheureusement, il n'a aucun ministre provincial, il n'a aucun bourgmestre. Ngobila avait déjà tout verrouillé. Donc, aucune entrée politiquement. Donc, c'est un vice-gouverneur figurant. Mais il n'a aucun pouvoir, en fait. Et il nomme déjà au sein de son cabinet. Non, c'est pas ça la loi. Le vice ne peut agir qu'à l'absence des. Non, le vice ne peut agir qu'à l'absence des titulaires, mais le vice aussi a un quota. Ah, d'accord. Ça, c'est le bon sens. Quand il arrive, il faut quand même partager. Bon, il est d'un parti au pouvoir. On suppose qu'ils ont aussi leurs membres qui ont besoin de diriger avec lui, qui partagent la même vision, la même idéologie avec lui. Il faut quand même aussi lui laisser une parcelle d'autorité. C'est-à-dire, mon cher, prends aussi quelques bourgmestres, 2 ou 3. Prends aussi 2 ministres provinciaux. Prends aussi 3 conseillers. Mais tout était déjà verrouillé. Donc, c'est là les nœuds du problème. Les nœuds du problème. Comment il s'appelle? Jekoko arrive, il se rend maintenant compte que, mais je suis étiquette. Et au parti, on lui fait pression. Il faut nommer des gens. Il faut donner des postes aux gens. Mais je vais leur donner comment je n'ai pas de signature. Les bourgmestres sont déjà là. Les conseillers, je les ai trouvés. On m'a donné seulement dans mon cabinet. Et la malchance encore, on te laisse la latitude de nommer quelques conseillers au sein de ton cabinet qui sont impayés jusqu'à ce jour. Ils sont impayés. Impayés. Mais il a trouvé des impayements. On parle de plus de 15 mois, 20 mois. Ils sont entrés dans la chaîne des impayements. Et le monsieur arrive, il ne se contente que de son salaire de 21 000 $. Oh, donc il est payé tant que vice-gouverneur, 21 000 $, selon ce que j'aurais appris. Et quelques avantages. Et or, il commence à se rendre compte que la ville a autant de recettes et qu'il pouvait aussi avoir autant d'avantages. Mais malheureusement, Ngobila ne lui donne pas cette chance-là. Ngobila les considère comme pire petit nangaï. La preuve, vous l'avez vu quand il a été élu. Il s'est vite rendu chez Ngobila pour aller, n'est-ce pas, les remercier et les saluer. C'est pour vous dire que Ngobila les considère comme pire petit nangaï. On a fabriqué. Mais Jekoko veut se faire maintenant aussi comme un leader venant d'un parti au pouvoir. Ça, c'est le nez du problème. C'est là le nez du problème. Mais maintenant, regarde le problème. Jekoko sera perdant dans cette guerre. Comment c'est? Tout simplement parce que spirituellement, financièrement, il est faible par rapport à Ngobila. Jekoko n'a pas... spirituellement. Mais, papa, Jekoko n'a pas de moyens. Or, les députés provinciaux qui sont là, c'est près de 31 députés qui se retrouvent dans la dynamique Ngobila. Et ces 31... Ça existe vraiment? Ça existe, c'est une structure qui existe, effectivement. Et ces 31 députés sont membres de la dynamique Ngobila. Et ces 31 députés, ils vivent et ils sont rémunérés chaque fin du mois. Même quand il y a un paiement. Mais eux, ils ont un paiement régulier auprès de Ngobila. Et certains de ces députés, les 31 députés, tous, ils ont aujourd'hui des ONG. Des ONG financés par l'hôtel des villes. Et même quand il y avait les fonds qui sortaient du gouvernement central, les 2 600 000 pour la salubrité, tous étaient, n'est-ce pas, budgétisés dans ces fonds. Certains ont créé même des ONG à la va-vite, sans documents, sans personnel qualifié. Tchaka pancarte, comment la fondation Godempoy, comment la fondation Edi Yeli, comment la fondation Boy, le fait que on a une fondation Ezalaka. Certains touchaient 40 000, d'autres même 80 000 $ le mois. Heureusement que le gouvernement central, il y a eu rétention de cet argent parce qu'ils ont compris que cet argent était mal utilisé. Ngobila a utilisé cet argent pour maintenir son pouvoir. Or, ces députés ont autant d'intérêt, autant d'avantages auprès de Ngobila que Jekoko ne saura pas leur donner. Je comprends. Quel avantage aujourd'hui ces députés-là peuvent chercher chez Ngobila que Jekoko n'a pas? Jekoko n'est pas en mesure aujourd'hui de disposer 15 000 pour un député pour qu'il puisse faire tomber Ngobila. Mais Ngobila a Gentini a ses moyens. Gentini peut disposer 15 000. Autant, même $1 million. Je vous rappelle que ce monsieur-là, c'est un richissime. Il a eu la chance de revenir au pays, trouver ses frères aux côtés de Kabila. On l'a donné un marché à l'époque, il a donné autant de millions. C'est lui qui sécurisait toutes les antennes de la SNEL avec sa structure de gardiennage. Et les mois, à l'époque, j'ai enquêté sur ces dossiers, il touchait près de 1 200 000 $ sous Kabila. Les mois.
C'est vrai ça. S'il fait des rétrocommissions et les paiements. Donc à la limite, il n'est resté pas avec moins de 500, 700 000 $. Et il s'est fait ça. Il a créé sa fortune avec son agence de sécurité. Universal, hein, c'est ça. Universal, quelque chose comme ça. Et il a eu à diriger ou à sécuriser toutes les antennes de la SNES sur toute l'étendue de la République pendant plus de 5 ans. Et à l'époque, nous avions mené certaines enquêtes avec Mike Mukebai. Il touchait pas moins de 1 200 000 $. Au moins que je me trompe sur les chiffres. Et à l'époque. Donc, il a créé sa fortune et il a le moyen. Et il a du cash. Donc, il a du cash qui pourrait décaisser. À tout moment, il peut décaisser pour avoir la tête de quelqu'un. La preuve, vous avez des exemples. Il a eu la tête de Mukebai. Mukebai a fait 8 mois en prison. Il a eu la tête de Néron Mungumbu. Il a eu la tête de Godin Poy. Malgré les diplômes de Godin Poy, il n'a pas pu contourner la force de l'argent et de la spiritualité. Alors qu'il est pasteur. Ngobila était quand même spirituel et financièrement fort que Godin Poy. Et aujourd'hui, c'est Gekoko. Donc Gekoko, c'est vrai, Gekoko n'est pas seul. Les partis au pouvoir n'est pas aussi d'accord de voir Ngobila de continuer toujours à être là. Les partis au pouvoir estiment que Ngobila profite, n'est-ce pas, des moyens de la ville pour asseoir son parti. Et ils sont en train de craindre d'avoir un adversaire demain. Ils veulent ici contrôler la ville. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas les moyens que Ngobila a. Je ne vois pas Augustin Kabouya décaisser 500 000 $. Peter Kazadi non plus. Parce que eux-mêmes se recherchent encore. Ils se recherchent encore eux. Et ils ont encore besoin de remplir les poches. Donc, apparemment, à peine ils viennent d'accéder aux affaires. Si je vous comprends bien, Gekoko serait bénéficiaire également du soutien de l'UDPS. Gekoko est bénéficiaire du soutien de son parti politique. Depuis un moment, Kabound a émis... Kabound d'abord qui a commencé. Il a émis, n'est-ce pas, le désir ici de faire partir Ngobila. Et à un moment, il a même fait une déclaration publique pour dire que la ville elle est sale. Depuis un moment, l'UDPS, depuis que Ngobila a même créé son parti, l'UDPS ne conçoit pas cette façon de faire. Mais pour l'UDPS, le parti de Ngobila est en train de menacer, n'est-ce pas, le parti au pouvoir. Et que Ngobila profiterait de l'argent de la ville pour asseoir son parti. Coûte que coûte, il faudrait que la ville revienne à l'UDPS. Parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de contrôler tout. Mais en termes de géopolitique, Gauthier, c'est y avoir un président de l'UDPS. C'est vrai que le président n'a pas de parti, mais il vient de l'UDPS. On a le ministère de l'Intérieur de l'UDPS, la ville de Kinshasa encore de l'UDPS. Ou soit des Kassaïens également, ça serait un truc compliqué. Mais mon cher ami, c'est toi qui réfléchis comme ça. C'est toi des représentativités des partis politiques. C'est toi qui réfléchis comme ça. Ici, moi, je t'ai dit que l'IDPS n'est pas d'accord avec Ngobila. Pour l'IDPS, Ngobila doit partir. Ils estiment que l'ACP représente maintenant une menace. Et que Ngobila bénéficierait, n'est-ce pas, des avantages de la ville pour asseoir son parti. La preuve, il y a un vice-gouverneur de l'IDPS, mais... Il a donné combien de bourgmestres? Hier, je suivais... Ils sont à 12. Ils ont combien de sénateurs? Hier, je suivi un communicateur de l'UDPS qui dirait que actuellement, je ne sais pas, des cadres des communicateurs de l'ACP seraient affectés au niveau de la DGRK. C'est vrai? Avez-vous ces informations? Je n'ai pas cette info, mais fort possible. C'est comme ça que ça fonctionne au Congo. Vous pensez que ces communicateurs-là sont payés où? Certainement, ils puissent dans les structures de la ville. Vous pensez que Ngobila met la main dans sa poche? Vous pensez? Je ne pense pas. Nous connaissons comment ça se passe. Donc, ici, bref, il faut ici dire que cette guerre qui vient de commencer, les perdants, ça sera Gekoko. Les perdants, c'est ça sera toujours Gekoko. Il n'a ni les moyens financiers, ni les moyens spirituels qu'un Ngobila. Ngobila est spirituellement fort, financièrement fort. Il est capable d'aller jusque même à 1 million pour protéger son pouvoir. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis un moment, l'entourage du chef ne voulait plus de Ngobila. Depuis un moment, l'entourage du chef ne voulait pas de Ngobila. Ils ont monté des stratégies. Très proche au président, non? Ce serait le président qui serait en train... Ouais, c'est qui est vrai, il est proche du couple présidentiel. Et ils ont vécu pendant... Du couple présidentiel. Et maman et papa, il les reconnaît très bien parce qu'ils ont vécu en Europe pendant un moment. Mais l'entourage a essayé quand même de boutiquer certains dossiers pour les faire partir. Ça n'a jamais marché. J'ai vu Vidi et Chimanga. Ça n'a jamais marché. Et aujourd'hui, c'est les partis qui commencent avec Kabouya, avec Peter Kazadi, alors que eux, ils ont ça marchera ou bien ça ne marchera? Ça ne marchera toujours pas, au moins que ils utilisent, n'est-ce pas, des moyens spirituels. Non, au moins qu'ils utilisent maintenant
d'autres moyens de l'État pour imposer, n'est-ce pas, à Ngobila de démissionner, ou vraiment, je ne vois pas ce qu'ils peuvent proposer aux députés provinciaux pour qu'ils fassent tomber Ngobila. Parce que ces provinciaux se retrouvent auprès de Ngobila. Ces provinciaux, ils ont des intérêts communs avec Ngobila, que Jekoko ne saura pas leur donner. Et ces députés provinciaux, aujourd'hui, il faut mettre les moyens. Et les moyens là, il faut des moyens spirituels, mais aussi les moyens financiers, que Jekoko n'a pas. Ah d'accord. À Gauthier, donc, il faut ici retenir que dans cette guerre, si Jekoko ne recule pas, il sera défenestré comme Néron Bungumbungu. Ils ont donné des béquilles à Ngobila. Quand nous étions en train de dire que Ngobila n'était pas compétent et que Ngobila n'était pas à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes, n'est-ce pas, des Quinois, personne ne voulait nous prêter oreille. Aujourd'hui, ils sont maintenant convaincus que nous étions là en premier pour dénoncer, n'est-ce pas, l'incompétence, mais aussi la mégestion de Ngobila. Mais ils ont compris en retard à 5 mois des élections. Donc, qui cherche les moyens, je ne vois pas où est-ce qu'il va trouver les moyens. C'est vrai, il est habitué de faire la ronde chez les Libanais, les Indiens, mais espérons que cette fois-ci, il ne sera pas attrapé ou arrêté dans une des parcelles. Mais financièrement, Ngobila est prêt à aller jusqu'à autant de millions pour asseoir son pouvoir et spirituellement. La preuve, vous avez vu un pasteur qui a été défenestré et qui est allé, n'est-ce pas, commencer à dormir au sol pour, n'est-ce pas, chercher... C'est du repos intellectuel. Malgré ses diplômes, intellectuellement, Godin Poye est fort. Spirituellement, on le croyait fort. Mais vous avez compris qu'il a été défenestré et il a été obligé d'aller, n'est-ce pas, renouveler son alliance avec Dieu jusqu'à se coucher au sol pour renouveler son alliance. Alors, Gauthier, c'est on finit. Les temps nous talonnent un peu. On prend très vite. Qu'est-ce qui se passe au niveau des provinces? On voit, selon des informations, certains dirigeants seraient réunis, assemblés dans un truc pour lutter contre la patrouille financière, pour que cela ne soit plus opérationnel au niveau des établissements publics. Effectivement, il y a une forte pression sur les chefs de l'État, parce qu'il faut ici signaler que la plupart des mandataires aujourd'hui, certains gouverneurs, ils sont en contact direct avec les chefs de l'État. Ils se connaissent personnellement et qu'ils sont asphyxiés. Ils sont en contact direct avec... Effectivement, parce que certains sont copains. Là, on doit séparer la gestion et puis l'amitié. Non, c'est un fait. Ça, il faut les reconnaître. C'est un fait. C'est un fait, c'est-à-dire... Au lieu de traiter avec son chef hiérarchique, ils sautent... Non, j'ai dit ceci. Il faut ici reconnaître que certains mandataires et gouverneurs sont en contact personnel avec les chefs de l'État. Donc, ils ont des relations personnelles avec les chefs. Et que depuis un moment, ils constatent... Mais cela n'a rien à voir avec l'administration. J'en arrive. Ils constatent, pour eux, qu'il faut renouer, n'est-ce pas, avec... Non, il ne faut pas même renouer. Il faut plutôt ici revenir avec les anciennes méthodes combattues par les chefs de l'État. Parce qu'il faut rappeler que quand le chef de l'État a nommé Jules Alinguet comme chef de service à l'IGF, c'était avec une mission. Exactement. De contrôler toutes les dépenses publiques. Et aussitôt nommé, il a diligenté des enquêtes au sein des entreprises. Rappelez-vous qu'il y a eu certains mandataires laissés par l'ancien régime qui ont été suspendus pour faute de gestion. D'autres ont été, n'est-ce pas, traduits en justice pour détournement des fonds des derniers publics. Et cette lignée-là, cet élan-là a continué avec Jules Alinguet et ils ont intensifié la patrouille financière pour essayer d'encadrer, n'est-ce pas, pour essayer d'encadrer les gestionnaires et non pour les asphyxier. Mais ils pensent qu'il faut leur laisser libre champ pour tomber encore dans des bavures qu'on a eu à dénoncer hier. Mais seulement en tant que journaliste, j'ai essayé d'enquêter, j'ai essayé un peu de gratter dans ces dossiers. Tous les financiers, les ADEF, les directeurs financiers, les trésoriers, les entreprises publiques, j'ai eu à discuter avec eux. Pour eux, ils estiment que la patrouille financière leur permet d'ailleurs de faire une mise à jour de leurs connaissances. Et ils se sentent à l'aise de travailler, n'est-ce pas, avec les inspecteurs de l'IGF. Ils se sentent protégés. Parce que certains se sont confiés à moi en disant qu'ils étaient exposés par des mandataires qui venaient pour un mandat. Et certains n'étaient pas fils maison. Quand ils arrivent, ils demandent des décaissements de fonds exorbitants. Ah, d'accord. Et
des fois, ils demandent des sorties des fonds qui ne sont pas sur la ligne budgétaire des entreprises de ces établissements. Alors que la signature, ce n'est pas seulement les DG qui endossent. Il y a aussi les financiers qui doivent aussi signer. Exactement. Et souvent, beaucoup de financiers et des trésoriers sont victimes de ça. Victimes de ça, alors qu'ils étaient sous pression de la tutelle. Exactement. Or, eux, ils sont passants, mais eux, ils sont agents de carrière. Ils resteront faire carrière. Et aujourd'hui, l'IGF est venu les aider de ne pas subir les pressions des mandataires qui viennent pour un mandat de 5-4 ans. Et ça leur permet, n'est-ce pas, de garder les trésors ou les caisses des entreprises toujours au top. Ah, d'accord. Or, hier, les mandataires ne faisaient que puiser dans la caisse pour soutenir les partis politiques, puiser dans la caisse pour soutenir leur vice-maman, puiser dans la caisse pour construire leur chantier. Et le fait qu'ils n'ont plus cet accès-là, parce que l'IGF est vigilant, la patrouille financière, c'est a priori et a posteriori. C'est-à-dire, avant la sortie des fonds, il faut que l'IGF contrôle, qu'il voit si réellement la demande est fondée. Avant, vous dépensez les fonds. L'IGF vient voir si réellement les dépenses ont été faites normalement, comme motivé, concomitant, c'est ça comme motivé dans la demande. Donc, tout ça, ça permet aux financiers et aux trésoriers d'être, n'est-ce pas, à l'abri, n'est-ce pas, de la pression et des demandes exorbitantes des mandataires. Et ces mandataires asphyxiés, ils veulent maintenant ici faire des faux documents pour essayer d'empêcher l'encadrement de l'IGF. J'aurais même saisi les présidents de la République, c'est vrai. Les cas du gouverneur du Kasaï oriental, en complicité avec le directeur général de BSECO, qui va jusqu'à prendre une lettre pour dire qu'il y a une mission de Cour des comptes et qu'on ne pouvait pas recevoir les inspecteurs de l'IGF. Ce qui est faux. Vous avez suivi le premier président de la Cour des comptes, le président Jimmy Munganga, qui a dit qu'il n'a jamais pris il n'a jamais envoyé une mission au BSECO, New Kasaï oriental, donc, pour le projet de 135 territoires. Contre les présidents de la République. Donc, des gens qui travaillent contre les présidents de la République. Et tout ça, pourquoi? Ils se disent, c'est la province du président, on ne peut pas venir nous contrôler. Alors que la rigueur doit commencer là-bas. Les chantiers qui doivent commencer à sortir des sols. Plusieurs chantiers, les présidents avaient la volonté. Ils n'ont pas marché. Voilà. Et maintenant, là, l'IGF va encadrer pour voir quand même les murs sortis des sols, les bâtiments sortis des sols. Voilà, les gens veulent commencer ici à empêcher l'IGF de faire son travail. Donc, les financiers et les trésoriers n'ont aucun problème. Ils sont satisfaits et ils se sentent à l'aise de travailler sous l'encadrement des inspecteurs de l'IGF. Mais ce qui pose problème, ce sont les nommés, les politiques qui sont nommés mandataires, qui pensent qu'ils viennent là pour puiser, pour, n'est-ce pas, asseoir leur santé financière, mais aussi installer leur parti politique. Malheureusement, l'IGF est toujours déterminé à continuer, n'est-ce pas, à veiller à ce qu'il n'y ait plus de détournement, qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, dépenses inutiles ou des dépenses exorbitantes qui font perdre aux entreprises autant d'argent. On ne saurait finir cette émission. Please, la réalisation, la régie, 1 minute. Gauthier, comment vous réagissez face à la communication de la Cour constitutionnelle du procureur après la Cour de cassation, je pense, Firmin Vondé, c'est lui, non, qui a communiqué hier sur les enquêtes, les premiers éléments. Il confirme qu'on a tiré une balle et puis la balle venait des larmes trouvées dans les véhicules, dans la Jeep des chérubins. Bon, les enquêtes sont en cours. Je ne peux pas contredire les PG. Mais il dit qu'on doit attendre l'autopsie pour. Il faudrait d'abord ici commencer à demander au PG et au président de la Cour constitutionnelle si au moins ils avaient des caméras de surveillance. Nous sommes au XXIe siècle. La technologie a évolué. Il faudrait qu'ils placent des caméras de surveillance presque partout dans la cour et dans les couloirs de leur bureau. On aurait vu comment est-ce que Chérubin est sorti de la Cour constitutionnelle. Et ça aurait, n'est-ce pas, ici, résolu le problème et ça doit être une piste, n'est-ce pas, importante pour des enquêtes. Donc, découvrir que l'âme qu'il a tuée, c'est l'âme qui était là sur place, c'est un fait. On peut les tuer quelque part, on l'amène là, on tire sur lui. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faut associer ici les structures indépendantes. Voilà, il faut les associer pour nous permettre, n'est-ce pas, ici, d'avoir des enquêtes libres et indépendantes qui pourront ici, n'est-ce pas, convaincre tout le monde. Merci beaucoup, Gauthier. On attend la suite, les cardinals également. Les temps nous fait un peu défaut. Nous allons revenir avec Gauthier C pour parler de ça. Je pense que l'actualité se poursuit. Les cardinals là, officiers, voilà les termes à une messe des requiem en mémoire des chérubins au Kende. J'ai recevé pour vous Gauthier Sey, patron
d'un grand média très suivi, site d'information en éthique news, analyste également politique indépendant, très adulé au niveau de l'opinion. Je suis Glamy Clégon, que les YouTube Peter Tieni RDC, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. On n'a même pas eu le temps de parler également de la francophonie, mais nous y reviendrons. Ça sera des jeux bâclés. Bon, on en parlera. Merci, au revoir.